performance. Retrouvez le meilleur de la F1 avec les shampoings LCF de L'Oréal. Bonsoir, coulisses de l'économie cette semaine, des coulisses un peu groggy au lendemain des élections présidentielles, un peu gueule de bois. Pour en savoir plus sur le plan de la politique économique, parce que ça nous intéresse, et de la conjoncture, eh bien il va falloir attendre un peu sans doute, faire comme si tout allait se jouer aux élections législatives. Les élections législatives devraient ennuyer tout le monde, enfin c'était du moins dans le scénario initial. Eh bien finalement, compte tenu de ces présidentielles, elles seront d'un enjeu capital, car ce sont elles, les législatives, qui finalement donneront la légitimité au chef du gouvernement. On va donc attendre et ne pas parler politique, même si ça nous démange parfois, même si c'est important. À mes côtés, comme d'habitude, Cédric Ingrand, c'est un peu le roi de l'Internet. On va parler du crime sur Internet, on va plus politique, c'est terminé. Oui, du crime, d'Internet comme outil rien de plus contre gay, le par crime. exemple. Vous n'avez rien de plus gay cette semaine-là. Non, vous allez voir, c'est plutôt amusant. Internet comme outil du crime, mais aussi Internet comme outil pour lutter contre le crime. Et à côté, Fabrice Collaro, c'est la semaine du concours Lépine. Hein. Et oui, vous savez que j'ai... Dans 2 ou 3 jours, on aura les résultats. On aura les résultats dans 2 jours, samedi. Ouais. Voilà. Et là, vous avez rassemblé plein de... Eh bien, vous savez que le concours Lépine existe depuis 101 ans, donc je vous ai rassemblé quelques inventions historiques qui ont eu naissance et qui ont été révélées. Ouais, un légume formidable. Presse purée. Ça, c'est quand même ce qui a fait la réussite de l'entreprise Moulinex. C'est le presse purée inventé par Monsieur Mantelet. Non, puis alors, j'ai vu que vous aviez mis la vieille machine à sténotypie devant. C'est ça. J'ai l'impression que ça gêne beaucoup Cédric. Il lui mais c'est pas que ça me gêne, je sais pas où est la souris. Donc il est chargé de prendre en sténo la totalité de l'émission. Pareil lentement, Jean-Marc, c'est la première fois. Hein. D'accord. Alors, 1922 quand même. 1922. C'est vrai ? 1922, c'est à Vous les faites pas. Hein. Merci. Un témoin pour cette émission préparée comme chaque semaine avec la complicité de notre ami Nicolas Bétou au journal Les Échos. Un témoin, Charles Millot, président du directoire du groupe Caisse d'Épargne. Bonsoir. Bonsoir. Président heureux aux commandes d'une institution financière qui a quand même des côtés parfois de monuments historiques, mais qui essaie d'affronter la concurrence des banques plus modernes. Charles Millot, on ne présente pas les caisses d'épargne, parce que bien sûr, ça fait partie de notre culture, du paysage. On connaît l'écureuil, on connaît surtout le livret A. Qui n'a pas eu de livret A dans sa vie pour son anniversaire, par exemple? Les chiffres qui font l'identité des caisses d'épargne, je les donne sous votre contrôle, ils sont assez impressionnants. 34 caisses. Oui, absolument. 4600 agences. Oui. J'ai bon, pour l'instant, je suis pas le maillon faible. 44 800 salariés. Oui. Et puis vous dites qu'il y a 26 millions de clients. Ça veut dire qu'il y a un Français sur 2 qui serait client des caisses d'épargne. Un Français sur 2 possède un livret A de caisse d'épargne. Alors, faut être clair, hein, c'est la caisse d'épargne de l'écureuil, vous. Parce qu'il y a une autre caisse d'épargne qui est gérée par la Poste. Oui, c'est la caisse d'épargne postale. Ouais, postale. Mais moi, vous avez l'air de dire la caisse d'épargne postale, comme ça. Oui. Hein. C'est autre chose. Ils ont combien de clients, eux? Oh, ils doivent avoir une quinzaine de millions de clients, mais enfin, je ne connais pas. Donc pratiquement toute la population a un livret. Je crois que toute la population française, oui, a un livret. Ouais. Mais dites-moi, sur 26 millions de clients, il y en a quand même qui dorment un peu, non? Absolument. Alors, sur ces 26 millions de détenteurs de livret A, nous considérons que nous avons 7 millions de clients actifs et une dizaine de millions de clients, dont ces 7 millions de clients qui sont bancarisés chez nous, mais qui ont des dépôts ailleurs. On reste sur le livret A. Il y a combien d'argent en moyenne sur un livret A en France? En moyenne, sur un livret A, il y a 5 000 francs. 5 000 francs? Oui. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Vous savez, 20% des clients détiennent 80% des dépôts. 20% des clients détiennent 80% des dépôts. Voilà. C'est presque comme pour les impôts. Je ne sais pas si c'est presque comme pour les impôts, mais je peux vous dire aussi que 20% des clients font 80% des opérations. Ouais. Voilà. Vous avez un livret A, vous? Évidemment. Ouais. Ah ouais. Depuis la naissance. Ouais. J'ai retrouvé mon livret, j'ai 400 francs qui dorment depuis 74, je vais passer vous voir. Bon, et vous ne les passez pas en euros? C'est obligatoire maintenant. Bon, 400 francs, 60 euros. On a passé tout ça chez vous en euros. Ça a posé des problèmes? Sans difficulté. Bon. Alors je disais que les caisses d'épargne, ça reste quand même un animal bizarre. Parce que moi, c'est pas une banque privée comme la BNP, la Société Générale. Enfin, c'est quoi? C'est un service public? C'est une mutuelle? Expliquez-moi. C'est une banque privée comme le Crédit Agricole, comme le Crédit Mutuel.
et comme les banques populaires. Mais là, vous m'avez rien raconté du tout. Bien. Ça appartient à qui, les caisses Ça d'épargne? appartient à leurs sociétaires. Et les sociétaires, c'est qui? Et les sociétaires, ce sont des clients des caisses d'épargne qui ont pris des parts sociales qui leur permet d'avoir la détention du capital social des caisses d'épargne. C'est-à-dire que quand on ouvre un livret A, on a automatiquement des parts sociales? Absolument. Ou il faut en prendre en plus? Absolument pas. C'est parce que vous avez fait un acte en tant que client ou non client de caisse d'épargne de souhaiter détenir des parts sociales des caisses d'épargne. Et nous avons aujourd'hui 2 300 000 clients qui détiennent des parts sociales. La moyenne de détention des parts sociales est du même type que pour le livret A, c'est-à-dire de l'ordre de 5 000 francs. En français, bon, je suis toujours en forme, mais ça simplifie quand même les choses. C'est par coquetterie, ça. Oui, un petit peu, pendant quelques temps encore, disons. Et puis, il faut quand même voir les choses comme ça, c'est que nous avons quand même pas mal de clients qui ont pris des sommes relativement significatives en parts sociales. Ah oui. Donc, mais vous êtes le patron, mais Voilà. qui vous nomme? Alors moi, je suis nommé par le Conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne. Ouais, mais qui nomme le conseil de surveillance? Alors, le Conseil de Je vous lâcherai surveillance pas, est nommé par l'Assemblée générale des actionnaires de la Caisse nationale. Les actionnaires de la Caisse nationale sont constitués par les caisses d'épargne et la Caisse des dépôts, mais de la même façon que... Mais alors, qui nomme les actionnaires de la... Alors, qui nomme les actionnaires? Parce que la caisse d'épargne... Ce sont les représentants de chacune des caisses d'épargne, chaque caisse d'épargne régionale. C'est compliqué quand même, le système. Oh, c'est exactement comme dans une structure à holding avec des sociétés filiales. Hein. Vous avez, sauf que nous sommes... Ouais. Vous voulez dire que c'est exactement comme chez Vivendi, quoi. Non, je n'irai pas, non, je n'irai pas jusque-là. Non, mais Enfin, c'est quand même, on voit quand même que le tissu, le pouvoir s'enracine profondément dans le pays, quoi. C'est totalement. Et ce qu'il faut voir, c'est que le sociétaire détient des parts dans ce qu'on appelle une société locale d'épargne. Ouais. On va situer, par exemple, société la locale... caisse d'épargne du village où on habite. De Carpentras. Ouais. Je vais prendre cet exemple, puisque je suis d'origine de Provence, de Carpentras. Et là, vous avez une société locale d'épargne avec des détenteurs de parts sociales, un conseil d'administration qui désigne son représentant à l'Assemblée générale de la Caisse d'épargne de Provence. Et puis la Caisse d'épargne de Provence elle-même désigne son représentant au niveau national. C'est un système par étage. Le léger accent que vous avez, c'est celui de Carpentras? Non, pas du tout. Moi, je suis languedocien d'origine, mais depuis plus de 20 ans, j'étais à Marseille. Donc, vous étiez quoi? j'ai un accent mélangé. Vous êtes d'originaire de Je suis sétois. Brassens. Brassens, Valérie, oui. Ouais. Et votre père était déjà à la Caisse d'épargne? Et mon père était à la Caisse d'épargne. On va de père en fils à la Caisse d'épargne? C'était l'époque. Je crois que je fais partie des dernières générations où il y avait pas mal de fils qui ont succédé à leur père. Certains ont appelé ça du népotisme. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas, parce que le problème, quand on prend une fonction, c'est d'essayer d'aller au-delà de ce qu'on a fait, et je crois que c'est ce que j'essaye de faire. Donc un dinosaure, mais un dinosaure qui se modernise et qui essaie de s'adapter aux contraintes de la concurrence moderne. D'ailleurs, la preuve, c'est que vos résultats, finalement, sont un peu en ligne avec vos perspectives de rentabilité et que vis-à-vis de vos grands concurrents, finalement, vous n'avez pas à rougir. Non, pas du tout. Et puis, voyez-vous, puisque vous parlez un petit peu du passé, notamment de mon père et de moi-même dans mes débuts, les caisses d'épargne, à l'origine, ce sont uniquement des instruments de collecte d'épargne. Elles sont devenues établissements de crédit à partir du début des années 80 et elles ont transformé à vitesse grand V leur statut et leur organisation de telle façon à être une banque comme les autres. D'un côté, vous récupériez beaucoup d'épargne, il fallait bien l'utiliser sous forme de crédit. C'est un peu ça le commerce de la banque. Oh, c'est aussi parce qu'il fallait comprendre que de toute façon, dans la construction européenne, je dirais dans la globalisation, qui ne date pas que d'hier et qui ne date pas uniquement du traité de Maastricht, il fallait anticiper les évolutions qui pouvaient être celles de tous les établissements de crédit. Alors, votre terrain de jeu premier, votre fonds de commerce, c'est évidemment l'épargne française. Pour bien connaître ce marché, vous avez même créé l'Observatoire de la Caisse d'épargne, qui est un organisme qui permet de mesurer un peu la capacité d'épargne des Français, leur mentalité. Et de cet observatoire, il ressort que les Français réussissent à épargner grosso modo 16% de leurs revenus. C'est du moins ce qu'indique la dernière prise de thermomètre. Explication, Audrey Crespo-Mara. Nelly épargne depuis 25 ans. Pour elle et son mari, c'est avant tout le moyen de réaliser leurs projets. Ça nous a permis d'acheter un appartement. Après, cet achat d'appartement nous a permis de pouvoir... on a continué à épargner, ça nous a permis d'acheter une maison. Aujourd'hui, j'épargne pour payer les études de mes enfants, pour la retraite, oui, pour la retraite. Comme elle, 93% des Français mettent de l'argent de côté, les 35-65 ans en tête. C'est en moyenne 10% de leurs revenus. Où et comment placer cet argent ? 85% des ménages détiennent un livret, 38% disposent d'une assurance vie, 34% d'un plan épargne logement
Et la bourse fait une entrée remarquée. 20% des Français détiennent aujourd'hui des actions. Pour tous, épargner, c'est se donner les moyens d'être heureux. Odette et Henri placent de l'argent depuis leur mariage, depuis 52 ans, et en profitent. C'est-à-dire, on épargne, on dépense aussi. Hein. L'épargne qu'on a fait, on la garde pas. Hein, parce qu'on dépense. On en garde une partie. On en garde une partie, quoi. Petite part pour la soif. Hein. Pourquoi épargner ? 50% des sondés répondent pour être autonomes, 41% pour réaliser des projets, 40% pour se rassurer. Et avec une espérance de vie plus longue, les Français se donnent les moyens d'une retraite agréable et plus tard, les moyens de subvenir à une éventuelle dépendance. L'épargne, je disais, c'est votre saut de commerce. Vous êtes donc là sur tous les créneaux que l'on a repérés, c'est-à-dire les livrets, les comptes, l'assurance vie et la bourse. La bourse. Comment vous jugez les Français là aujourd'hui ? Au jour d'aujourd'hui, ils sont plutôt inquiets, pas inquiets ? Il y a une décollecte de l'épargne ou pas ? Non, il n'y a pas de décollecte de l'épargne. Il y a eu même un mouvement d'épargne relativement significatif en fin d'année, début d'année, mais on peut le considérer qu'il était quand même lié au fait que pas mal d'argent est sorti des matelas et des lessiveuses et que ça a entraîné un flux d'épargne nouvelle. Oui. Ouais. Vous l'avez vu arriver, ça ? Nous avons senti des excédents très significatifs en cette fin d'année 2001 et début 2002, et maintenant nous assistons. Les Français, enfin les épargnants, sont très rationnels. Ils ont placé leur argent au départ sur leur compte de dépôt, sur leur compte courant, et puis maintenant ils sont en train d'arbitrer et de rechercher la meilleure voie du placement. Ils sont de plus en plus attentifs à l'information économique. Il y a un changement considérable par rapport aux années 70. Et vous avez le sentiment qu'ils redissimulent de l'argent sous forme d'euros, là, ou pas ? Non, pas du tout. Enfin, moi, on ne peut pas. La Banque de France pourra le voir dans 1 ou 2 ans, disons. Mais à ce stade, nous ne voyons pas ce type de comportement. Mais ce qui est important de voir, c'est que le Français, dans sa problématique d'épargne, et c'est ce que l'Observatoire a démontré, n'épargne plus, je dirais, pour les enfants, pour la vieillesse. Il épargne bien sûr pour son assurance, hein, mais il épargne pour satisfaire un besoin qui lui est propre. Plus que par précaution. Par précaution, mais pour lui-même. Ça peut être un complément de revenu ? Ce sera de plus en plus un complément de revenu par rapport à l'évolution des régimes de retraite, c'est certain. C'est le cas de l'assurance vie, notamment. C'est le cas de l'assurance vie. L'assurance vie n'est pas autre chose qu'un succès d'année. On va voir ce que va faire l'épargne salariale, mais ce que pourraient être les fonds de pension. Ouais. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes devenu progressivement une banque, un peu comme les autres. C'est-à-dire, non seulement vous drainiez de l'épargne, mais vous êtes mis à utiliser cette épargne sous forme de crédit. Et dans la relation que la banque entretient avec son client, ce qui fait débat aujourd'hui, c'est un peu la tarification des services. Alors, pas seulement les moyens de paiement, pas seulement la carte, pas seulement le chèque, mais aussi tous les services exceptionnels. D'où cet engagement pris par les banquiers d'être transparent. Delphine Cluzec. Combien coûte l'envoi d'un chéquier ? Comment clôturer son compte ? Qu'est-ce qui peut mener à l'interdit bancaire ? À toutes ces questions, la convention de compte apporte une réponse. À partir de juillet 2002, les banquiers devront préciser par contrat les tarifs et les conditions d'accès à tous les moyens de paiement. Carte bancaire, chèque de banque, virement ou prélèvement automatique. En cas d'incident sur le compte, la convention indique aussi, par exemple, la procédure pour faire opposition, le montant des agios pour un découvert ou les conséquences d'un chèque sans provision. En bref, ce lexique des services bancaires devrait limiter certains abus dus à l'ignorance des consommateurs. Certaines banques, effectivement, facturent des frais très importants quand vous dépassez votre découvert. Pour chaque opération faite, ils vont vous facturer 10 € par opération. Si vous ne le savez pas, vous pouvez vous retrouver à payer de très gros frais sans vous rendre compte des conséquences que ça peut avoir. Désormais, les usagers seront mieux informés, mais les banquiers restent libres de fixer leurs tarifs. Les associations de consommateurs demandent donc aussi la mise en place d'un service minimum gratuit. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'ouvrir un compte bancaire. L'évidence voudrait que vous puissiez accéder gratuitement à votre argent. Or, il n'y a que le chèque lui-même qui est gratuit encore aujourd'hui, mais tout est payant. Et sur la gratuité des chèques, la convention de compte n'apporte aucune garantie. La question sera sans doute tranchée par le prochain gouvernement. Bien, alors, les caisses d'épargne dans tout ça, qui occupent une part de marché non négligeable, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Parce qu'on vous a un peu reproché
un manque de transparence, notamment sur la tarification des services bancaires. On vous a aussi reproché, je crois que c'est des associations de consommateurs qui vous ont fait le reproche, de forcer un tout petit peu la main du client, quoi, en lui vendant des services qu'il n'avait pas forcément commandés. Je vous vois sourire. Oui, je souris parce que... Vous connaissez ce débat et vous connaissez ce procès. Oui, parce que je sais très bien qu'on propose toujours aux banquiers de faire payer des frais. En réalité, ce qu'on souhaiterait d'un banquier, c'est qu'il vous rémunère vos dépôts dans les meilleures conditions, qu'il ne vous tarifie pas, et que lorsqu'il vous prête de l'argent, il vous le prête dans le moins cher possible. Bon, alors il y a quand même une équation qui est toujours difficile à résoudre. Ce que je voudrais dire quand même au préalable, c'est qu'il faut quand même penser que nous avons eu une évolution très forte par rapport à ce qu'on appelle les marges d'intermédiation entre les crédits et les dépôts. Moi, j'ai connu la période où on prêtait, avec ce qu'on va employer un terme technique, 120 à 140 points de base. Maintenant, lorsqu'on fait du crédit, on prête avec 50 ou 60 centimes, c'est-à-dire qu'on a divisé par 2, si ce n'est par 3, les marges. Donc, nous sommes dans une évolution... Vous ne gagnez plus d'argent sur l'argent, vous gagnez moins d'argent sur les crédits. C'est-à-dire qu'on gagne beaucoup moins d'argent sur les crédits, et les conditions aussi de rémunération de l'épargne se font avec des marges de plus en plus faibles, parce que les clients, et c'est tout à fait normal. Pardonnez-moi, mais concrètement, qu'est-ce que vous allez faire au 1er juillet? Vous allez faire payer les chèques? Au 1er juillet, nous n'allons pas lancer quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que je peux vous dire une chose, c'est que l'évolution naturelle consistera à faire payer les services, et qu'un jour les chèques seront payants, et que la rémunération du compte dépôt finira par se faire. On est dans une harmonisation européenne. C'est pas le problème de l'euro, comme je l'ai vu dans le reportage, c'est pas l'effet euro. Oui, mais pardonnez-moi, vous avez quand même, vous, Caisse d'Épargne, une mission, j'allais dire, quasiment de service public. Nous avons, ce que je voudrais dire, c'est que les caisses d'épargne sont des organismes privés. C'est pas le budget de l'État qui va venir suppléer au manque d'équilibre de la caisse d'épargne. D'accord, mais avec le bénéfice d'un privilège qui est exorbitant du droit commun, qui est d'exploiter le livret A des caisses d'épargne. Alors justement, par avec rapport un monopole de ce côté-là. Oui, mais justement, avec la Poste. Mais justement, par rapport à ce problème du livret A, il est bien certain que la présence des caisses d'épargne dans certains quartiers, dans certaines situations difficiles, s'explique par le livret A. Mais on ne peut pas, je dirais, faire retomber aux caisses d'épargne l'ensemble des charges. Donc, les caisses d'épargne sont présentes dans des quartiers difficiles où les agences ne sont pas du tout rentables. Et ça, c'est indispensable que vous soyez là. Oui, mais les agences ne sont pas du tout rentables parce qu'elles ont le livret A. Mais si en plus on me dit, vous ne devez pas tarifer, vous ne devez pas faire payer, vous devez faire en sorte que vos taux d'intérêt, les marges soient les plus faibles possibles, et puis je ne vois pas comment je couvre mon compte d'exploitation. Et ce qu'il faut voir, parce que nous sommes des établissements privés, c'est que nous sommes des banques comme les autres. Autrement dit, nous recevons de l'épargne, nous la passons sur les marchés, nous empruntons sur les marchés, parce que vous savez très bien que la relation active-passive n'est pas forcément concomitante. Sauf que vous êtes largement créditeur compte tenu de l'épargne. Ah non, parce que le livret A, la caisse d'épargne ne l'utilise pas, c'est la caisse des dépôts qui l'utilise. Ça finance le logement social. Enfin, vous êtes rémunéré pour ça. Nous avons une commission de rémunération. Mais lorsque je fais des crédits aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités, je le fais sur la base des dépôts des clients hors livret A, et je le fais sur la base des emprunts que je fais sur les marchés. Donc c'est un équilibre global. Donc là vous vous battez, et là vous êtes extrêmement prudent. Nous nous battons sur des marges, vous savez, aux collectivités. Oui, mais la question est de savoir, dans l'avenir, quelle est votre clientèle? Ma clientèle. Est-ce que vous allez banaliser votre clientèle, c'est-à-dire que vous allez rechercher la clientèle qu'ont les autres? Notre clientèle est essentiellement c'est la clientèle des particuliers. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, la Caisse d'épargne a des clients aussi très riches. Elle a des clients qui ont 20, 30, 40 millions. Ça surprend quand je dis ça. Mais véritablement, nous avons un service de gestionnaire privé qui s'occupe de la gestion de clientèle fortunée. Et c'est ce qui nous permet justement aussi d'être présents et de pouvoir assurer un ensemble de services que nous ne pourrions pas si nous n'avions pas ce type de clientèle-là. Ouais. Alors, on a compris que ce qui vous coûte cher, comme à toutes les banques d'ailleurs, ce sont les clients fragiles, les clients insolvables, le chèque sans provision notamment. Or, les pratiques bancaires mettent parfois en difficulté ceux de leurs clients qui sont dans les situations les plus précaires. Le ministre de l'économie avait très récemment demandé à ce que les pénalités en cas de chèque sans provision soient limitées, avec en plus la création d'un solde bancaire insaisissable. Explication Corinne Lao. Qu'on les appelle chèques en bois, chèques impayés ou plus pudiquement incidents de paiement, le résultat sera désormais le même. Leurs auteurs seront moins lourdement pénalisés.
Le ministère des Finances obligera donc les banques à avoir la main plus légère sur les frais qu'elles facturent à leurs clients en cas d'impayés. Ainsi, à partir du 1er juillet, pour les chèques sans provision d'un faible montant, moins de 50 €, les banques devront se contenter de pénalités de moins de 30 €. Les associations de consommateurs réclamaient cette mesure depuis longtemps, même si elles avaient espéré un plafond encore plus bas. Dans une enquête nationale de la Confédération du logement et du cadre de vie, il apparaît que ces frais sont variables selon les banques et les régions et peuvent aller jusqu'à 50 voire 130 € par chèque. Autre mesure favorable aux interdits bancaires, désormais, lorsque leur compte sera saisi, ils pourront néanmoins en préserver une partie qui s'appellera le SBI, solde bancaire insaisissable, égal à un RMI de 405 €. 2 millions de Français sont concernés par cette mesure. Charles Millot, c'est déjà en application, toutes ces mesures-là. Oui. Qui les paye? Qui finance? Bien, d'une part, en tant qu'établissement, à partir du moment où il y a des sommes insaisissables, il y a un problème par rapport au créancier. Oui. Et puis ensuite, donc c'est le créancier qui oui, mais pas. c'est pour lui une perte. Oui. C'est évident. Mais pour vous, c'est plutôt une sécurité. Pour nous, c'est peut-être une sécurité au sens... c'est pas vraiment une sécurité, parce que le caractère insaisissable du montant fait que tout simplement, il y a un solde minimum qui reste sur le compte. Nous, la vraie préoccupation, c'est qu'un compte qui a beaucoup d'incidents de paiement est un compte qui coûte très cher et dont nous préférerions ne pas avoir à gérer. Vous disiez tout à l'heure 28 millions de clients, 7 millions de clients actifs. Sur 7 millions de clients actifs, il y a combien de clients en situation de difficulté, fragile? Ça dépend, c'est inférieur à 1% sur les 7 millions de clients actifs. 1%, c'est quand même énorme. C'est inférieur à 1%, je vous dis, je n'ai pas le chiffre exact. C'est inférieur à 1%. Bien, on se retrouve dans quelques minutes, le temps d'une petite pause de publicité. Dans un instant, on y va. Entrez donc. J'ai un nouveau secret pour la vaisselle, le nouveau PEC citron vert. Nouveau PEC citron vert, ce qu'il y a de plus efficace contre la graisse. Et voilà. Et la nôtre, la vaisselle. Oh, bonne mère, une goutte de PEC citron vert et on pourrait même faire le village voisin. Nouveau PEC citron vert, si efficace que quelques gouttes suffisent. Nouvelle Laguna 2 litres de DCI. 150 chevaux pour la voiture la plus sûre d'Europe. Ligne plaisir, si bon avec si peu de matière grasse. Toute une gamme de délicieuses spécialités fromagères reconnues saveur de l'année. Ligne et plaisir, le plaisir sur toute la ligne. Le riz au lait. Mais que fait Charles Gervais pour le rendre si moelleux? Je fais cuire le riz dans du lait entier. Et pour arrêter la cuisson, hop, un peu de lait froid. Un régal, mon riz au lait. Charles Gervais, le plus gourmand des chefs. Et maintenant, il vous présente son riz au lait au chocolat. Bien, retour sur le plateau des coulisses de l'économie, toujours avec Charles Millot, le président du directoire du groupe des caisses d'épargne, et puis toujours avec, bien sûr, nos deux chroniqueurs, Cédric Ingrand qui va nous parler tout à l'heure de l'Internet, Fabrice Collaro qui a collationné tout un tas d'inventions. Vous savez ce que c'est? Non, mais je crains le pire. Non, eh bien, vous savez que ça date de 1924, et c'est l'ancêtre du sèche-cheveux électrique. Et ça marche? Ah, ça marche plus. Je serais bien incapable de vous dire comment ça fonctionnait. Je crois même que les gens du concours Lépine ont complètement oublié. L'électricité, ça se branche. Oui, mais il y avait de la vapeur certainement à l'intérieur. Il fallait souffler. Il fallait que quelqu'un souffle. Comme quoi, au concours Lépine, on a des inventions qui rentrent dans l'histoire. L'écureuil, qui est-ce qui a inventé l'écureuil, monsieur Millot? L'écureuil, c'est René Laurent qui a inventé l'écureuil. Il était prisonnier de guerre et ils avaient approvisionné un écureuil à qui il remettait les miettes des colis qu'il recevait.
Et un jour où ils n'avaient plus reçu de colis depuis longtemps, ils ont cherché à manger l'écureuil. Ils sont allés vers là où il était, là où il avait son abri. Ils ont secoué l'arbre et sont tombés des morceaux de gâteaux, de biscuits, des petits morceaux de chocolat. Et donc, ils ont mangé ces restes-là. Ils n'ont pas mangé l'écureuil. Ça, c'est ce qu'il nous a dit. Hein. Ils n'ont pas mangé l'écureuil. Et en rentrant, il s'est dit, mais tiens, le symbole de l'épargne, voilà, l'écureuil. Et c'est comme ça que c'était. Avant, c'était la ruche avec l'abeille. Tout ça parce qu'ils ont essayé de manger l'écureuil. Tout ça parce qu'ils ont essayé de manger l'écureuil. On pourrait manger l'écureuil aujourd'hui. Ce serait difficile. Ce serait difficile. Ce serait fortement indigeste, oui. Ouais. Non, mais parce que... Oui, puis en plus, il y a des dispositions juridiques qui fait que vous n'êtes pas opéable, comme on dit sur le marché financier. Voilà, mais ce qui permet de considérer que ça permet d'avoir un centre de décision qui reste en France. Alors, vos petits amis du Crédit Agricole ont créé, parce qu'ils ont un peu la même structure, la même culture... Ils sont plus encore que nous, la même structure, oui. Oui. Ils ont créé un véhicule pour pouvoir manger les autres. Oui. Sans se faire manger eux-mêmes. Oui. C'est une idée qui vous trotte dans la tête, ça fait partie de toujours ce qui peut trotter dans l'idée des dirigeants qui veulent faire croître leur groupe, oui. Vous n'en direz pas plus, là. Non. Depuis un an, la Caisse d'épargne doit consacrer une partie de ses bénéfices à des actions de solidarité, de réinsertion, obligation faite, je crois, par la loi de 99 qui portait le changement de statut. Ainsi, proposez-vous ce qu'on appelle des microcrédits, entre 5 000 et 6 000 euros en moyenne, des microcrédits qui permettent de monter une petite entreprise ou de créer son emploi, alors que le bénéficiaire est exclu du système bancaire classique. Il ne répond pas il n'offre pas les garanties suffisantes demandées par une banque traditionnelle. Exemple et procédure, Olivier Lortios. Avoir sa propre boutique. Pour Georges, c'était un rêve inaccessible. Chômeur depuis 7 ans avec pour seule ressource le RMI, toutes les portes se fermaient alors qu'il voulait reprendre son métier de tapissier en s'installant à son compte. Il faut des garanties, il faut avoir l'air sérieux. Donc quand on n'a pas d'argent, qu'on est au chômage, on n'est déjà pas très crédible pour démarrer. Pour commencer, il fallait 5 000 euros. Avec l'Association pour le droit à l'initiative économique, le projet a été monté et retenu par la Caisse d'épargne. Une somme modeste mais qui a permis d'acheter quelques outils, les catalogues de tissus et faire face aux frais nécessaires au démarrage. Parce que quand on n'a rien et qu'on démarre, si on n'a pas de clients, qu'on ne peut pas payer le premier loyer, on est déjà ennuyé. Donc c'est important d'avoir quelque chose au départ. Allez, installez-vous. Devenir chef d'entreprise, c'est aussi apprendre la rigueur de la gestion. Les démarches administratives, tenir ses comptes, rembourser un crédit, autant de tâches qui souvent découragent les volontés. Pour assurer la pérennité de l'entreprise, les banquiers viennent à domicile pour former ses clients à qui ils consacrent plus de temps. Quelqu'un qui était chômeur, qui était RMiste, se retrouver à la tête d'une petite entreprise, se retrouver client d'une banque, ce n'est pas si évident que cela. Et pour le banquier, c'est là qu'il y a un travail tout à fait inhabituel d'accompagnement de ce créateur d'entreprise. 4 mois après l'ouverture de sa boutique, Georges Tapero a trouvé sa clientèle. Il devrait pouvoir rembourser son prêt sans problème et continuer à exercer sa passion. L'an dernier, avec 20 millions d'euros, ce sont 952 projets de réinsertion et de retour à l'emploi qui ont été financés. Ça représente combien de projets, là? On dit dans le reportage... Près d'un millier de projets, 952. Ouais. Mais, et ça porte sur quel type d'activité? Ce sont des petits artisans comme ceux que nous avons vus dans le film? Oui, tous ces types d'activités, l'expérience d'un vannier. Alors, comment vous les sélectionnez? Alors, tout simplement, nous travaillons avec des structures comme l'ADI, comme France Active, que nous subventionnons par ailleurs, par rapport à des constitutions de fonds de garantie également, à qui nous prêtons. Vous savez que les règles de fonctionnement, c'est que ces personnes-là ont des prêts suivant les conditions normales de crédit, mais elles sont encadrées par ces structures et nous faisons des prêts. Il y a toute une action pédagogique. Il y a une action pédagogique et disons que ce sont des personnes à qui, naturellement, un banquier ne prêterait pas compte tenu du risque porté. Mais cet encadrement permet de faire en sorte que des gens... Moi, j'étais en Bretagne dernièrement, on m'a montré également les opérations de ce type, et je trouve que ça, c'est vraiment le mérite... Bien sûr, la loi, mais des caisses d'épargne, disons, d'avoir cet objectif-là, parce que ce qui est important de voir, c'est que nous allons consacrer, par effet mécanique, obligatoirement, nous avons consacré 20 millions d'euros, nous allons consacrer 23 millions cette année, et par effet mécanique, nous aurons près de 30 millions l'année prochaine. Donc, c'est quand même un chiffre qui devient significatif parce qu'il faut voir que nous arriverons à sortir les gens de situations difficiles avec des montants relativement faibles. Ah oui, 5 000 euros, c'est pas énorme. Mais est-ce que c'est une activité qui est forcément non lucrative pour vous, ça? C'est non lucratif.
Ouais. Mais est-ce que c'est sain de développer une activité non lucrative quand on est une banque comme la vôtre? Mais on distingue bien les choses. Dans notre métier de banquier... Parce que là, vous êtes en train d'ouvrir une boîte de Pandore, peut-être? Non, pas du tout, parce que c'est bien identifié. Dans notre métier de banquier, nous devons avoir les résultats les meilleurs. Ça, c'est le benchmark que je donne. C'est-à-dire que nous, par exemple, nous avons atteint, il faut voir les progressions des caisses d'épargne, 16% de taux de rentabilité sur la banque de détail. D'où les chèques payants que vous envisagez, d'où les clients riches que vous caressez dans le sens du poids. Et puis, la particularité des caisses d'épargne, c'est que nous consacrons une partie de nos résultats, après distribution du dividende, après les réserves, etc., justement à des financements d'intérêts généraux. Alors, c'est l'aide à la création des emplois de ce type, ça fait quand même des emplois créés, mais c'est aussi le financement de la fondation Caisse d'épargne pour la solidarité, avec tout le côté personnes âgées, recherche sur l'Alzheimer, etc. C'est aussi la lutte contre l'illettrisme. C'est donc oui, mais est-ce que c'est vraiment le métier de la banque? Parce que vous avez quantité d'autres banquiers qui ont des contraintes de rentabilité beaucoup plus strictes, parce qu'ils ont les marchés financiers sur le dos, et qui vont dire, mais pourquoi finalement n'avons-nous pas les mêmes conditions d'exploitation? Nous avons les mêmes conditions que tous les banquiers. Nous rémunérons nos parts sociales, et les clients, s'ils se considèrent comme mal rémunérés, ils se retireront en tant que détenteurs de parts sociales. Mais je pense que notre clientèle, et je crois que même ça développera notre clientèle, que de considérer qu'elles ont en face d'elles un établissement qui leur rend tous les services de la banque, qui leur fait payer les tarifications, mais qui en même temps consacre une partie de ses résultats qui pourrait augmenter ses fonds propres, qui augmenterait ses fonds propres. Une partie de ces résultats, c'est pas une énorme partie. Comme d'autres font du mécénat ou du... Et voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et ça, je pense que c'est vraiment, je dirais, les racines des caisses d'épargne. Vous voyez, vous êtes dans la continuité de la création des caisses d'épargne. Il ne faut pas oublier que fin du 19e, les caisses d'épargne construisent les premières habitations bon marché. Fin du 19e, elles font des prêts d'honneur pour permettre aux ouvriers d'acheter leurs outils. Donc nous sommes dans une modernisation de ce qui a constitué les racines de nos caisses. Mais vous êtes totalement dans l'héritage, en fait. Absolument. La filière d'héritage. Je vais lui envoyer des clients, je crois. Oui, alors justement, parce qu'on a eu des questions sur Internet, il a raison. Pour pouvoir obtenir ou pouvoir se porter candidat à un microcrédit, il ne faut pas s'adresser directement à une caisse d'épargne. Il vaut mieux s'adresser à des organismes type l'ADI, France Active, Initiative Réseau, enfin l'ensemble de ces structures avec qui nous sommes en relation et qui, eux, présélectionnent les dossiers. Présélectionnent, travaillent et chacun son métier. Ok. Colaro, est-ce que vous savez quelle est la plus grande invention, celle qui a bouleversé la banque ces 20 dernières années, 30 dernières années? La carte de crédit? La carte à puce. On avait, comment il s'appelle? Votre ami Moreno. Moreno, qui a eu l'idée de mettre une puce sur une carte en plastique. Eh bien, la carte à puce a un problème quand même. Elle n'offre pas toutes les garanties de sécurité voulues, d'où l'inquiétude des clients, d'où de nouvelles solutions pour répondre aux contraintes, notamment de la vente par correspondance et de la vente électronique de l'Internet. On aurait donc inventé une carte de paiement virtuelle. Je dis on aurait, parce que c'est Fabrice Colaro qui m'a soufflé l'information. Et cette carte ne pourrait servir qu'une seule fois. On écoute et on regarde vos explications. 17 millions de Français sont aujourd'hui connectés sur Internet. Mais si la plupart envisagent d'effectuer des achats par ce biais, il reste encore un frein majeur, le manque de confiance dans la sécurisation des paiements électroniques. D'où l'idée de ne pas communiquer au site marchand son véritable numéro de carte bleue, mais un numéro correspondant à une carte bleue, on peut dire, virtuelle. Le principe est le suivant. Le client s'adresse d'abord à sa banque pour obtenir le service et télécharger un petit logiciel sur son ordinateur. Puis à chaque fois qu'il souhaitera régler un achat, il cliquera sur une petite vignette et un numéro de carte lui sera alors délivré quasiment instantanément. Ce numéro ne pourra servir qu'une fois, impossible donc pour un éventuel pirate de remonter jusqu'au compte en banque. Avec la solution de carte virtuelle, eh bien, le risque n'existe plus, puisqu'une fois que la transaction s'est déroulée, le numéro de carte est fermé. Il n'existe plus. Donc le porteur, le client de la banque, n'aura en aucun cas le risque de se voir débiter une deuxième fois à partir de ce numéro, puisque ce numéro ayant servi une fois n'a plus de validité. La carte bleue virtuelle a le mérite d'être très simple à utiliser. Mais certaines banques annoncent déjà que ce service sera payant. Et on peut donc se demander si leurs clients accepteront de payer pour avoir le droit de faire des achats en toute sécurité. Charmillot, vous offrez ce service ou pas? Oui, à partir du mois de juin, au niveau de la Caisse d'épargne de France Paris qui démarre l'opération. Payant ou gratuit? Je ne sais pas. Très franchement, je ne connais pas les conditions que fait la Caisse d'épargne Paris. Vous savez, nous sommes un réseau décentralisé. Donc, de ce fait, ce n'est pas le national qui commande toutes les tarifications. L'Internet, pardon, a beaucoup bouleversé votre métier ou pas?
Ou est en train de le bouleverser? Il est en train de le bouleverser. Il ne faut pas penser que l'Internet va supprimer les agences, pas du tout. Mais ça change. Ça modifie l'utilité ou l'usage d'une agence. Ça modifie considérablement la relation par rapport à l'agence. C'est-à-dire que par rapport à un certain type de clientèle usager de l'Internet, sa gestion courante des comptes, il a fait sur Internet. Et à ce moment-là, il ne voit son agence qu'au niveau du conseil patrimonial. Et ça représente quel pourcentage de votre clientèle aujourd'hui? À ce stade aujourd'hui, c'est très très réduit. Il doit y avoir 800 000, sans doute 800 000 abonnés internautes. Qui consultent leur compte qui ont pris un abonnement, donc qui sont tarifés. Qui ont pris un abonnement. J'en fais partie. C'est cher. Mais j'en fais partie. C'est cher. C'est un peu cher. Mais moi, écoutez, je vais vous dire, ça me facilite la vie. Ouais. Donc, je reçois ma tarification, puisque je suis toujours client. Vous voyez, j'habite Paris, je suis toujours client de la Caisse d'épargne de Provence. Je gère mes comptes par Internet. Je discute avec mon conseiller patrimonial, parce que c'est vrai qu'on a nos habitudes de consommateurs. On l'a vu sur la carte bleue virtuelle, c'est une vraie solution à un faux problème, il faut le répéter. C'est pas dangereux d'acheter des choses sur Internet. De toute façon, la meilleure protection pour l'internaute, c'est la loi. Si quelqu'un débite de l'argent avec votre numéro de carte sur Internet, vous serez remboursé. On serait remboursé par qui? Par la banque, c'est la loi. C'est la loi. Écoutez, parce que les banquiers ne le disent pas. Hein. Mais la loi, les banquiers ne le disent pas énormément. Ils préfèrent vous faire payer des services qui vont sécuriser la transaction. Ouais. En clair, là, c'est un peu l'usager qui va payer pour sécuriser le banquier. Oui, mais il y a des lois qu'il faut quelquefois revoir. Bien. Mais c'est intéressant parce que le piratage des numéros de carte sur Internet, c'est la grande crainte des internautes. C'est un fantasme. On est à la limite du fantasme, et de toute façon, ils sont très bien protégés. Je rebondis dessus. On va parler du crime sur Internet. Ouais. On dit toujours que c'est Fabrice d'abord. Ouais, non, mais parce qu'il avait plein d'inventions. Mais je sais pas. Vous battez pas. Le crime sur Internet. C'est la délinquance en col blanc. On dit qu'Internet favorise la délinquance sur Internet. Ouais. C'est vrai parfois, pas dans le cas qu'on a vu ici. Ce qu'on dit moins, c'est qu'Internet permet aussi parfois de résoudre des crimes. Et on a été voir des deux côtés de la barrière. On a été voir des deux côtés de la barrière. Jean-Marc, d'un côté reconstitution, de l'autre prostitution. Ça rime. Vous allez voir, Internet et technologie font parfois bon ménage. Regardez. La 3D est en train d'exploser comme moyen de preuve devant les tribunaux américains. L'usage de l'animation n'est pas une nouveauté en soi, elle date de 84, mais la baisse du prix de la technologie l'a largement démocratisée. Comme l'explique Robert Clifford, un avocat qui fait beaucoup appel à la 3D, la facture peut aller de 5 000 $ pour une affaire simple à près de 200 000 pour la recréation complète d'un crime. Un investissement qui paye. American Airlines a dû payer des dommages 10 fois supérieurs à la normale à des passagers victimes de violents trous d'air après une démo en 3D particulièrement efficace. Du coup, des sociétés spécialisées dans la 3D judiciaire se sont formées, comme Forensic Animation et bien d'autres. Reste un problème, en recréant une scène au plus près de la réalité, ces pièces à conviction virtuelles mais surtout mises en scène peuvent constituer le plus parfait des mensonges, à charge ou à décharge. Certains juges refusent presque systématiquement la 3D dans leur prétoire. A l'inverse, Internet est aussi devenu un terrain de chasse pour certaines professions du crime. Parmi celles-ci, le plus vieux métier du monde, la prostitution, semble s'accommoder parfaitement de la révolution numérique. Sur le web, celles qu'on appelle pudiquement les escortes affichent la couleur et le tarif. Comme l'explique Véronica Monet, professionnelle de la profession, le web a révolutionné le secteur en lui permettant de se retirer de la rue, attirant en même temps une clientèle largement plus haut de gamme. Plus sûr, plus discret, plus rentable, le business de la prostitution en ligne serait en pleine explosion. Attention, pourtant, la maréchaussée est déjà sur la trace des call girls du web. Aux États-Unis, la police de Buffalo a ainsi mis en place de faux sites d'escorte, arrêtant les clients se présentant au rendez-vous de ces fausses Amazones. De quoi refroidir les ardeurs de ceux tentés par le passage du virtuel au réel. Bien, heureusement qu'il est tard. Il est tard. Ouais, il y a tout un business qui se fait. Ah, il y a un business énorme. Le crime dans la banque, la délinquance dans la banque, on en a beaucoup parlé pendant la campagne des élections présidentielles. Est-ce que depuis le début de l'année, c'est vrai que vous aviez constaté une augmentation des crimes et délits ou pas ? 2001 a vu globalement, sur l'ensemble des banques, une augmentation des crimes et des délits. Ce qui me frappe, ce qui nous a frappé de façon forte, c'est que les attaques se font avec beaucoup plus de violence que ce qu'elles pouvaient avoir dans le passé. Vous devriez répondre aux dispositions de ce qu'on appelle le décret convoyeur, c'est-à-dire la mise aux normes des agences, du convoyage, etc. On dit qu'il y a beaucoup d'agences qui ne sont pas aux normes, qui ne sont pas prêtes, qui devraient même théoriquement fermer. C'est vrai chez vous, c'est vrai ailleurs. Bon, oui, à peu près un tiers des agences pour lesquelles nous allons avoir des difficultés. Où les conditions de sécurité ne sont pas optimales.
je dirais que les conditions de sécurité dans l'agence sont bonnes, mais les conditions du décret par rapport à certains types de transports, parce qu'il faut voir aussi qu'il y a des transports qui se font avec des billets qui peuvent se maculer et qui donc de ce fait permettent, et je crois que c'est là que se trouve l'avenir. Hein. Mais sinon, comment voulez-vous, je prends un exemple, j'habite à la rue de Passy, comment voulez-vous qu'on puisse respecter pour certaines agences les conditions qui font qu'un camion doit se mettre, collé contre l'agence, ce serait impossible. Donc il y a des impossibilités matérielles, techniques, y compris urbanistes, d'architectes des bâtiments de France. Enfin, on a un ensemble de contraintes qui font que malheureusement on ne peut pas le faire. Cédric, vous avez pris en note la totalité de l'émission? J'ai un peu de mal, il y a moins de touches que sur mon clavier à moi, et je le répète, il n'y a pas de souris, je ne sais pas quoi en faire de votre machin. Ça, c'est une invention qui date de quand, Fabrice? Alors, ça, c'est la machine à sténéotyper, et ça date de 1922. Monsieur Pigier qui avait fondé l'école Pigier des sténos. C'est le même, c'est Monsieur Pigier. Ah oui, c'est marqué. Ah bon, alors c'est marqué dessus. Magnifique. Vous avez vu, alors évidemment, il manque une souris pour Cédric, mais ça fonctionne quand même. Aucun rapport avec les fers à repasser. Aucun rapport, sauf qu'ils ont été présentés au concours Lépine au cours du siècle. Les fers à repasser datent de 1922. C'est le même inventeur que notre sèche-cheveux. Que notre sèche-cheveux, exactement. On séchait les billets et il les avait inventés 2 ans auparavant. Et le fer à repasser à vapeur électrique. Et ça date de 1922 quand même. Donc vous voyez, le concours Lépine. On met l'eau dans le petit réservoir là. On met de l'eau, alors il y a 2 sortes. Vous avez un réservoir intégré, vous avez un réservoir qui avait été rajouté à l'arrière de l'appareil. Donc on met le lot à l'intérieur et ça chauffe avec l'électricité et ça sort par ce petit tuyau. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez des chemises impeccables. Mais ça c'est grâce à mon épouse. Je tiens à lui rendre hommage. Bon, alors, je vous le disais, le concours Lépine est une véritable institution. On y a découvert plein d'innovations au cours du siècle. Par exemple, le cœur artificiel du docteur Henry. Voici le premier cœur artificiel quand même. C'était une pompe externe. Bien sûr, on n'implantait pas ça à l'intérieur du malade. On a tout un tas d'inventions comme ça qui se sont révélées au concours Lépine. Oui, beaucoup d'inventions destinées aux ménagères. Hein. Souvent, les gens inventaient des choses pour améliorer la vie ordinaire, améliorer la vie de la ménagère. Bon, on l'a présenté en début d'émission, mais ça, c'est quand même une invention assez géniale. Pour libérer la femme. Le presse-purée. Bon, ça, c'est quelque chose qui a fait la réussite d'ailleurs d'une entreprise célèbre, Moulinex. Et en 1901, l'ancêtre du mécano. Regardez. Mais ça existe, les inventeurs. Alors, les inventeurs, ça existe. Il y a des géotrouve-tout, comme on dit, des professeurs tournesol. Il y en a eu beaucoup au cours du siècle. Ça commence à changer. Regardez le sujet, vous allez voir. Je suis né en 1892 à Charenton. J'ai des globules auvergnates et franc-comtoises. J'ai commencé les inventions à l'âge de 12 ans. Alors, comme vous voyez, je suis l'inventeur des lumineuses sur tous les toits des taxis. Souvent drôles, plus ou moins farfelus, mais surtout des idées plein la tête, depuis plus d'un siècle, les géotrouve-tout se retrouvent chaque année au concours Lépine pour y présenter leurs inventions. Et tous espèrent bien y gagner un prix qui leur permettrait enfin de transformer leur simple prototype en produit de grande consommation. Avec le 3e millénaire, c'est une nouvelle génération d'inventeurs qui se présente. À 23 ans, Stéphane et Elrig ont ainsi mis au point le Twill, un petit véhicule électrique prévu pour se déplacer sur les sites industriels. Avec un atout, une gestion électronique qui permet d'augmenter l'autonomie de la batterie. L'innovation sur ce véhicule, c'est que le moteur est utilisé à 100%. Lorsqu'on accélère, le moteur est en moteur et dans toutes les phases de freinage, le moteur se transforme en génératrice. L'idée a germé pendant qu'ils effectuaient leurs études d'ingénieur. Les 2 compères ont donc fabriqué un premier prototype en bois, mais bien décidés à ne pas en rester là, ils ont ensuite cherché et obtenu des subventions pour enfin monter leur propre entreprise. Bref, ils sont la parfaite illustration de l'expression « quand on veut, on peut ». En fait, on peut avoir une idée, mais il ne faut pas la garder qu'à soi, sinon on n'arrive jamais à avancer. Donc il faut la partager et trouver des partenaires pour la développer. Sinon, c'est vrai, on a créé quelque chose, c'est pour nous, on l'a chez nous, mais elle ne sert à rien parce qu'on la garde. Aujourd'hui, une 50aine de véhicules électriques a déjà été fabriqués et commercialisés. Mais Stéphane et Elric travaillent déjà sur ce prototype à 3 roues, capable de tracter des petits chariots. Décidément, ces 2 jeunes créateurs ont de la suite dans les idées. Bien, trouver l'idée, déposer le brevet, trouver un microcrédit éventuellement, ou un crédit traditionnel. Oui, c'est plus dur finalement pour les inventeurs, c'est souvent d'industrialiser, de trouver des partenaires pour pouvoir après faire fabriquer leurs produits. Ils ont des bonnes idées, ils ont souvent du mal à trouver des financements, c'est pour ça que je disais que j'allais vous envoyer des clients peut-être. Qu'est-ce que vous avez dans votre vitrine? Eh bien, j'ai des objets qui sont présentés cette année. Alors, je ne les ai pas tous, bien évidemment, mais j'en ai un certain nombre. Par exemple, depuis le passage à l'euro, on a toujours du mal à trier ces petites pièces de monnaie à s'y faire. Il y a le fameux portefeuille qu'on a vu partout. Moi, j'ai un porte-monnaie qui trie les pièces pour vous. Regardez, je les jette dedans, j'agite un petit peu. Et après, il vous les trie par taille. Donc, vous retrouvez vos euros assez facilement comme ça. Alors, pour aider les ménagères,
Quelle ménagère n'est pas tombée sur Où le est-ce qu'on peut le bocal trouver, le portefeuille? Parce que au concours Lépine pour l'instant. Il doit chercher à être fabriqué, bien sûr. Les ménagères sont souvent tombées sur des bocaux qui ne veulent pas s'ouvrir, qui sont hermétiquement fermés. Alors il y a des petits dispositifs pour les ouvrir par-dessus, mais il faut tenir le bocal, ça glisse. Et bien voilà un inventeur qui présente cette année au concours Lépine. Un truc tout bête, si j'arrive à le faire fonctionner. Ça c'est toujours le problème des démonstrations. Ça ne marche pas. Voilà, j'y arrive, regardez. Surtout qu'on le voit très bien à l'image. En plus, il s'agit d'ouvrir. Alors, ça ne vous a pas échappé. Il s'agit d'ouvrir un bocal vide. Absolument. C'est extraordinaire. Au concours Lépine, on trouve toujours des tire-bouchons. Et bien voilà un tire-bouchon électrique. C'est le prototype. Je ne suis pas sûr encore une fois que cela va fonctionner, mais on peut toujours essayer. J'ai pris une bouteille de vin. C'est électrique. Il faut avoir de la force. Ça aspire le bouchon. Et hop, après on remonte. Il n'a pas très bien fonctionné. C'est pas vraiment menteur. Bon, Fabrice, le résultat c'est dans 2 jours, 3 jours? Le résultat c'est dans 2 jours. On peut gagner le vase de Sèvres du président le prix du président de la République. Et puis il y a plein d'autres prix. Et c'est surtout l'occasion de se faire connaître. Donc si vous voulez voir des inventions, des petits trucs un peu originaux, allez au concours Lépine. Bon, je suppose que vous devez avoir des candidats et des inventeurs qui viennent vous voir, hein, monsieur. Je leur conseillerais de voir d'abord un industriel et puis pour essayer d'apprécier. Et après l'industriel viendra nous voir. Merci à tous. Voilà, cette émission est terminée. Charles Mérieux, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Bonne fin de soirée sur TF1. Demain, plein les yeux spécial caméra de surveillance. Des moments insolites, drôles ou exceptionnels, saisis sur le vif et décryptés par des spécialistes. Illinois. Excédé par une jeune femme en état d'ivresse, un policier perd son sang-froid. Nevada. Les tricheurs de casino ont plus d'un tour dans leur manche, mais rien n'échappe à l'œil des caméras. Californie. Des véhicules à pas pour prendre en flagrant délit les braqueurs de voitures. C'est la dernière arme anti-vol de la police californienne. États-Unis. Un contrôle de routine, une seconde d'inattention et au final, plus de peur que de mal. Carole Rousseau et Jacques Legros présentent Plein les yeux spécial caméra de surveillance. Demain à 20h50 sur TF1. Sur TF1, dégustez intensément votre soirée avec les cafés Jacques Vabre. Alors nous sommes dans une boutique qui a été transformée en logement. Le monte-charge était là, on a décidé de le conserver, il sert à descendre les courses par exemple. Oui, le challenge principal c'était de faire rentrer la lumière dans cette ancienne cave. Donc on a ouvert, on a profité de la lumière sur la rue. Et du côté cour, on a remplacé un ancien atelier par une grande verrière. Et on a 100% de la lumière maintenant au sous-sol et jusque dans la cuisine, ce qui était inimaginable autrefois. Ce que j'ai voulu apporter, c'est retrouver, dès qu'on rentre, une rupture réelle par rapport à l'ambiance de la ville, se retrouver dans une forme de sérénité, avec une grande pureté des lignes et des objets que j'aime bien. Les envies prennent vie du côté de chez vous, avec les magasins Leroy Merlin. Le temps a toutes les couleurs du monde, parce que le monde bouge. La météo avec le groupe CIC. Bonsoir, attention, le ciel est toujours en colère ce soir. Des orages dans le nord-est, en particulier dans la région Champagne-Ardenne, en Lorraine, ainsi que dans le centre. Ces orages sont liés à cette perturbation qui a remonté un petit peu vers le nord en se dirigeant vers l'ouest, mais à l'avant, de fortes cellules orageuses donc sont constatées encore ce soir par Météo France. Demain matin, il y aura toujours des averses orageuses dans ces régions, mais dans l'après-midi, on peut espérer quelques éclaircies en Lorraine et en Alsace, malgré un risque persistant d'averses. La perturbation, sinon, sera toujours située matin comme après-midi des Pyrénées jusqu'à la Belgique, avec des averses fortes, surtout au nord de la Loire. Beaucoup d'averses aussi toute la journée en Provence et en Corse, et toute la journée, comme aujourd'hui, un risque d'avalanche sur les Alpes frontalières. Les premières éclaircies vont arriver demain matin par la Bretagne et vont gagner peu à peu la Normandie, mais aussi les Pays de la Loire, la Vendée, les Charentes et le Médoc. Les températures seront en légère baisse demain après-midi, à force
tous ces nuages ont raison de cette douceur. Quand même, encore 21 degrés sans doute pour Strasbourg, 18 degrés à Paris comme à Bastia, 15 degrés à Biarritz, 13 degrés à Tarbes et 19 degrés pour Lille. Votre week-end, le soleil va revenir petit à petit par l'ouest samedi. Les éclaircies seront pourtant encore bien timides, sauf près du golfe du Lion, avec encore un petit risque d'averse dans le nord et dans l'est, toujours beaucoup de nuages et des averses orageuses plutôt sur les massifs. Dimanche, du soleil enfin avant les premiers nuages de la perturbation suivante, mais c'est toujours dans le nord et dans l'est que la couverture nuageuse restera la plus dense. Les températures remonteront un petit peu dans le midi, elles seront peut-être de saison. Je vous souhaite une très douce nuit. À demain. Avec la bonasse lyonnaise de banque, groupe CIC. TF1 avec Coca-Cola présente Montre-moi ton billet. Vibre le foot avec Coca-Cola. Alors, tout le monde est là? Tout le monde est là. Alors, on est tous là? Lève tes deux bras. Alors, encore une fois? Répète après moi. Alors, on se la refait ou quoi? Bien ou quoi? Alors, tout le monde est là? Champs-Élysées. Alors, encore une fois? Lève tes deux bras. Alors, on est tous là? Check ton cœur bat. Alors, tout le monde est là? Mec, applaudis quand on rentre dans le stade. L'équipe de France pour toi, jouer gagne. Vous savez qu'on puisse t'entendre jusqu'à Andorre. Que le chant du coq les réveille et qu'on gagne encore. Ok, 9-8 victoires des blonds, c'est que t'as kiffé sur les champs. Vu que t'as vu les gens s'embrasser, ouais c'est alléchant. Mais ça sur le champ, et pourquoi pas en 2002 on sera plus dans les rues. Vu que la place est à plus de 1002. Le football des bleus, que vive la France mec. On a allumé le feu mais pas avec l'essence. La coupe du monde a été au stade de France ou pas. L'équipe est fair play, y'a eu de quoi te faire play. En moins d'une décennie, on a déjà raflé 2 trophées. Coupe du monde Euro 2000, on en aura jamais trop fait. À l'extérieur comme un domicile, on fait la différence. Et à travers le globe, on est une référence. Lève ta main, montre-moi ton billet. Lève ta main et vas-y, montre-moi ton billet. On y va pour supporter. Japon, Corée, on y va tous pour gagner. Lève ta main, montre-moi ton billet. Lève ta main et vas-y, montre-moi ton billet. On y va tous pour gagner. Japon, Corée, on y va tous pour gagner. 2002, destination Japon-Corée. Le ciel de bleu sera pas là pour décorer. Si t'as le cœur bleu, t'as pas une Corée. La destination de la coupe, c'est les Champs-Élysées. On est tous derrière cette équipe qui moule le maillot, pas de maillon. Faible, c'est pour ça que j'emporte le maillot. La victoire est en nous, je dirais plutôt que la victoire est chinée. Affronter les bleus, c'est comme jouer sur un terrain miné. Lève ta main, montre-moi ton billet. Lève ta main et vas-y, montre-moi ton billet. On y va pour supporter. Japon-Corée, on y va tous pour gagner. Lève ta main, montre-moi ton billet. Lève ta main et vas-y, montre-moi ton billet. On y va tous pour gagner. Japon-Corée, on y va tous pour gagner. Alors, tout le monde est là? Ok. Alors, on est tous là? On est tous là. Alors, encore une fois? Lève tes deux bras. Alors, tout le monde est là? 2002. Tu veux tester les bleus? Quand t'empêches d'essayer de s'allier avec qui tu veux contre deux saillies. Zizou, Barthez ou Tord et même deux égaux. Quoi qu'il en soit, un jeu contre les bleus n'est jamais très égal. Le football est fait pour des garçons façon Laurent. Regarde derrière toi, y'a des filles façon Laura. La COUPE, l'air est net mais qu'on l'aura. Pour la France, un cri national, il pipi pourra. L'équipe orange du numéro 1 cri pipi pourra. Et supporter du mois par les bleus, mais qui pourrait gagner la coupe et en Asie. Vas-y, 203, c'est déjà dans la poche. Et comme on dit, jamais 203. L'équipe est black, blanc, beurre, le drapeau est bleu, blanc, rouge. Retour au bercail pour la France. Faut que tout le monde bouge. Faut que ça danse pour les bleus, faut que ça chante pour les bleus. Le champagne à la main, ambiance Champs-Élysées. Alors, tout le monde est là? Lève ta main et vas-y, montre-moi ton billet. Japon-Corée, on y va tous pour gagner. Lève ta main, montre-moi ton billet. Lève ta main et vas-y, montre-moi ton billet. On y va tous pour gagner. Japon-Corée, on y va tous pour gagner. Si tu veux les bleus dans les cieux, alors, tout le monde est là? Tout le monde est là. Alors, on est tous là? Le NR est là? C'était Montre-moi ton billet avec Coca-Cola. Vibre le foot avec Coca-Cola. Lundi 6 mai, 11h, le secrétaire général de l'Élysée vient d'appeler Jean-Pierre Raffarin. Oui, monsieur. On peut venir avec vous? Vous allez derrière. Le sénateur et président du conseil régional de Poitou-Charentes quitte son domicile. Il a rendez-vous avec Jacques Chirac, le président de la République réélu, et avec l'histoire de la France. Monsieur Raffarin.
À 16h.